Salut, salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en santé, que tout va pour le mieux. Moi, je vais très mal aujourd'hui. Je n'arrive même pas à faire quelque chose. Je suis partie au travail le matin, je ne réussissais pas, je suis rentrée. Donc, c'est un jour trop pesant pour moi. C'est un jour où le ciel était tombé sur ma tête. Mais tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est merveilleux. Je n'ai que la voix pour lui dire merci Seigneur, car tout ce que tu fais est bon. Je ne peux pas me fâcher contre toi. Cela va faire 14 ans que je n'ai plus dit papa. En ce 6 septembre 2004, mon père venait à manquer à ce monde. Ça fait très mal de savoir qu'on est sans papa. Ça fait très mal. Vous êtes une famille pour moi et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je viens, on doit partager les bons et les mauvais moments. Donc s'il y a des personnes qui se trouvent aussi dans cette situation, sachez qu'on doit être unis dans la prière. La vie sans papa, la vie sans un parent, c'est dur. Je vous assure mes soeurs, mes frères, c'est dur. Un parent, on prie, on croit en Dieu, mais nos premiers dieux sur terre, ce sont nos parents. Si tu veux prier, si tu veux respecter ton Dieu, respecte d'abord tes parents. Papa, tu me manques. Papa, tu me manques. Ce 6 septembre. Excusez-moi, je sais, il y a des personnes sensibles, je n'ai pas envie de faire couler les larmes aux gens. Mais je voulais juste partager cette journée avec vous en vous disant que je ne suis pas tellement dans mon assiette. Je vais me reprendre grâce aux prières. Grâce à l'aide de vos prières aussi, je vous remercie beaucoup. Beaucoup, je vous remercie. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Parce que vous ne savez pas ce que vous comblez en moi. Que Dieu continue à vous bénir. Que Dieu continue à vous protéger. Souvenir avec mon papa, c'était le jour de son anniversaire. Je tenais vraiment à lui faire un cadeau. J'avais 14 ans et sur moi, je n'avais que 250 francs. Je me suis rendue dans un supermarché. J'ai commencé à chercher les cadeaux. J'ai eu à trouver les lames rasoirs. Il y avait les lames rasoirs. Un temps, je ne sais pas, voilà, ces lames rasoirs. Je les ai achetées. Bon, comme je n'avais pas où emballer parce que mes 250 francs étaient déjà finis, je suis partie dans une boutique, j'ai trouvé des cartons qu'on jette souvent. J'ai demandé au boutiquier, il m'a donné, j'ai emballé. Et dans ce cadeau, j'ai enroulé le scotch sur le carton. Je roulais le scotch. Je dis que tout le scotch était fini. Bon, mon papa, le jour J de son anniversaire, je lui ai donné ce cadeau. Pour ouvrir, il prenait le couteau, il prenait les ciseaux. Il n'arrivait même pas à ouvrir. Il disait, mais comment J'étais contente, je m'amusais tellement. J'étais fière de le voir chercher par la curiosité à voir ce que je lui avais donné. Et il était très content, il m'avait remercié. Et le même jour, je voulais seulement, je disais, mais papa, quand est-ce que tu vas faire la barbe? Ouais, papa, il faut aller faire la barbe. Je voulais chaque jour et chaque matin le voir faire la barbe. Vraiment un souvenir inoubliable. Sévère, je vais dire non. Mon papa n'aimait pas quand on se levait, on tapait les enfants, non, non. Mais mon père avait une autre façon de te fouetter.
Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, quand tu faisais quelque chose, il ne te répondait pas là, là, là. Il pouvait attendre 2, 3 mois. Mais quand tu partais faire la même chose, il te privait de quelque chose, ou par exemple tu devais aller à un anniversaire, ou par exemple tu devais aller quelque part, tu devais sortir avec les amis, c'est là qu'il te disait non. Tu te rappelles que tu avais été désobéissante, non? Quand tu vas chercher à te comporter bien, tu pourras faire ce que tu veux. Hey, papa, oui, toi là, son silence te faisait comprendre toute seule. Son silence, c'était plus que le fouet. Moi, je préférais que papa me tapait, me giflait, faisait tout ce qu'il voulait, mais pas de me répondre comme ça avec le silence. Vraiment, c'était trop pesant. Aïe, non, 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 ça faisait très mal. Donc, c'est un peu ça que j'ai gardé. Pour ça, c'est ça que j'ai gardé comme discipline et caractère et comportement de mon papa. Ce que je retiens déjà, mon papa était le type de personne qui écoutait beaucoup et qui parlait peu. Alors je me rappelle un jour je rentrais de l'école, il y avait toujours des gars qui me provoquaient. Bon pour moi c'était qu'ils me provoquaient, pourtant ce n'était pas ça. C'était, bon vous savez quand vous grandissez là, vous êtes une belle petite fille et tous les petits garçons du quartier là veulent vous faire la cour. Bon moi je ne voyais pas ça comme ça. Parce que moi, j'étais le genre de personne trop agressive. Quand les hommes m'abordaient, j'étais tellement nerveuse. Et mon seul recours était mon papa. Parce que pour moi, mon papa était le plus fort du monde. Alors, un jour, ils m'ont provoqué comme ça. Je suis arrivée à la maison. J'ai dit, papa, il y a des garçons là dehors qui me provoquent chaque fois que je pars à l'école. Que ce soit quand je pars ou je rentre à l'école. Il m'a dit, tiens, où sont ces gens qui te provoquent quand tu pars à l'école? Je lui ai dit, prenons par exemple que ces gens étaient du côté de la gauche. Je lui ai dit, ces gens-là sont de la gauche. Moi, je m'attendais que, je sais pas, je lui ai dit, ces gens-là sont de la gauche. Il m'a dit, bon, tu vois, maintenant, comme ces gens qui te provoquent sont de la gauche, maintenant, tu vas me faire le plaisir que quand tu pars et ou quand tu rentres à l'école, tu vas passer du côté de la droite. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je croyais que j'allais tout simplement arriver. Mon père allait chercher une grosse chicotte comme ça. Il allait seulement me dire, ils sont où, ils sont où? Et moi, j'allais dire, non, les voilà, les voilà, les voilà, les gens qui me menacent. Et j'allais dire, vous avez vu, vous allez encore me provoquer quand je passe. Hein, mon papa, je croyais que mon papa allait seulement faire. Non, mon papa m'a dit, ma fille, désormais, tu ne passes plus à gauche, tu vas passer à droite. Comme ça, vraiment, avec cette réaction, j'ai compris. C'est maintenant que je comprends ce que mon papa m'expliquait. C'était juste pour dire que quand quelqu'un te cherche les problèmes, il faut éviter. Donc, c'était ça. Donc, c'est un caractère, c'est quelque chose que je cherche à prendre. C'est quelque chose que je cherche à avoir à l'intérieur de moi. Vraiment, désolé papa, si c'est aujourd'hui que je comprends vraiment pourquoi est-ce que tu m'avais répondu comme ça. Mon papa, il a fait 1 mois de maladie et ma maman, en ce moment, elle était fonctionnaire. Elle ne pouvait plus aller au travail parce qu'elle était entre le travail, la maison et l'hôpital. Quand on a hospitalisé mon papa, ma maman a tout arrêté. Elle était obligée d'aller rester auprès de son mari. Je suis dans une famille, née dans une famille de 8 enfants. Je suis la 5e. Mes frères et mes sœurs ont fait des internats et des séminaires. Moi, je suis la seule qui a grandi avec les parents à la maison. C'est comme ça donc et vous savez, la famille africaine, c'est pas tout simplement les enfants que les parents mettent au monde. Il y a les cousines, il y a les cousins. Donc, la famille était grande. Il y avait les cousines et les cousins qui ont grandi avec nous, qui étaient à la maison. Je suis restée avec cette responsabilité parce que maman ne pouvait plus gérer entre l'hôpital, papa,
la maison, ce n'était vraiment pas évident. Je suis restée avec cette responsabilité. Je préparais, j'apportais à l'hôpital. L'hôpital de la maison, c'était à 2 heures. On prenait le bus et je préparais, j'apportais à l'hôpital pour donner à mes parents. Je rentrais, je m'occupais des cousines et des cousins. C'est comme ça donc que papa avait des voitures, des taxis. Et il y avait 4 taxis à gérer. Je suis restée avec cette responsabilité. Quand les chauffeurs apportaient le versement le soir, je prenais cet argent, je divisais pour le marché de la maison. Je faisais aussi le marché pour préparer, mangeant quand nous mangeons à la maison et que je devais aussi apporter à l'hôpital. Et le reste d'argent, j'allais donner à ma maman pour pouvoir s'occuper aussi des soins de papa. Alors 2 semaines sont passées. Vous savez comment l'être humain est. Comme les gens qui travaillaient pour mon papa, les gens qui conduisaient ces taxis, 2 ont commencé, n'apportaient plus les recettes. Ils disaient non, les policiers m'ont arrêté aujourd'hui, non, la voiture a dérangé. Ils inventaient vraiment des problèmes. C'est là que j'avais pris la première décision de ma vie. J'étais tellement petite. J'ai dit, vous 2 là, arrêtez, déposez les clés. On arrête comme ça. Quand papa va sortir de l'hôpital, il va gérer la situation. Sinon, donnez-moi les clés de la voiture. J'ai fait garer 2 voitures comme ça pour ne pas avoir les maux de tête parce que ça ne servait à rien que la voiture sorte le matin et le soir ça arrive avec des problèmes. J'ai garé et le reste des 2 autres voitures, c'était des papas dont même s'ils ne versaient pas la totalité, mais ils nous faisaient quand même aller en avant. C'était juste pour vous dire comment est-ce que l'être humain peut en profiter quand vous êtes en douleur. C'est fini comme ça. Bon, un jour maintenant, le 6 septembre, je faisais comme ça les navettes avant, derrière, aller, retour. Je partais le matin, je rentrais le soir, je venais, je préparais, je partais faire le marché. Donc j'étais vraiment très prise. Le 6 septembre 2004 à 5h30, j'étais en train de repasser les habits. Ma maman m'a appelé, elle m'a dit, appelle le chauffeur, vous venez directement ici à l'hôpital. Je lui ai dit non, je vais d'abord finir de repasser. Elle m'a dit non, 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 laisse les habits, ne viens pas avec les habits, venez. Mon grand frère, il y a un de mes grands frères qui était à la maison. Il était sorti du séminaire, il était venu à la maison. Nous sommes partis à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, la façon que j'ai vu ma maman à distance avec le foulard au niveau des reins, je n'ai plus eu besoin que quelqu'un me disait ce qui n'allait pas. J'ai vu maman, je suis entrée à l'hôpital, papa était couché. Papa était couché. Papa était couché arrêt de mort. J'ai pris, je suis allée, je l'ai embrassé, je lui ai fait un baiser par la bouche. Un baiser par la bouche, je lui ai dit adieu papa. Quand les gens ont commencé à arriver, ma maman a dit, bon, il faut que vous rentrez à la maison. J'ai mon grand frère et moi, on a tout pris, ce qui est à l'hôpital, ce que papa utilisait, les valises, les gâteaux. On a pris le car, nous sommes arrivés au quartier. Et étant au quartier, j'ai dit à mon grand frère, s'il te plaît, ne pleure pas, arrête de pleurer. Arrivons d'abord à la maison et on va voir après. Cherchons à passer au quartier sans que quelqu'un ne sache. Tu comprends, non? Il disait non, il pleurait toujours. Jusqu'à que j'avais pris une route
une longue route, une route un peu plus longue pour pouvoir l'étudier psychologiquement, pour qu'il arrête de pleurer. Parce que je ne voulais pas faire vraiment, tu vois, tu arrives là, non, non, non. J'avais une petite pensée de mon papa. Je vais vous dire la pensée, j'arrive. Mon grand frère, j'ai pris tous les bagages. Je ne sais pas où il y avait d'autres que je posais sur la tête. Il y avait d'autres que j'avais là. J'ai pris la main de mon grand frère, j'avais mis comme ça. J'avais mis la main de mon grand frère comme ça. Donc quand il voulait pleurer, quand on marchait, je le faisais comme ça. Nous sommes arrivés, il y avait une voisine là, elle nous a posé la question, ce qui n'allait pas. Je lui ai dit non, ça va. Ça va, je suis venue pour laver les choses. Nous sommes partis, je serai mon grand frère. Quand nous sommes arrivés à l'intérieur du portail, j'avais fermé le portail. J'ai couru à la maison. J'avais trouvé mes petites cousines et mes cousins. Je les ai envoyés se laver. J'ai ramassé tout ce qui était à la maison. Tout ce qui était à la maison, j'ai mis à l'intérieur, dans la chambre de mes parents. Que ce soit photos, lit, tout. Même la cuillère, je n'ai pas laissé dehors. Tout. Vous allez me poser la question pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'il y a tout juste une parole de mon papa qui m'accompagnait et qui m'accompagnerait toujours. Quand quelque chose t'arrive, prends l'intelligence, tu mets en avant. Prends la sagesse, tu mets en avant. Si tu es fâché, mets les fâcheries derrière. Mais cherche à être, cherche vraiment à être intelligente. Mets la sagesse devant. Et moi, j'avais mis la sagesse devant. J'ai tout arrangé. Quand j'ai fini d'arranger comme ça, j'ai appelé mon frère, j'ai appelé mes cousines, je les ai dit, voilà, papa n'est plus, papa est mort. Je commençais à pleurer, à crier, moi je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Les gens ont commencé à venir, qu'est-ce qui ne va pas, vous êtes passé ici, papa n'est plus là, papa est mort. Donc, je vous ai tout simplement raconté cette petite histoire pour vous dire que quand la famille arrivait, vous savez, quand vous avez une situation comme ça, vous ne savez pas qui est qui. Il faut compter d'abord sur vous. Si vous arrive quelque chose dans la vie, mettez-vous vous-même d'abord en premier. Laissez qu'il y a l'oncle et la cousine, non. Parce que vous ne connaissez pas les faces des gens. L'homme est divers et ondoyant. Quand les personnes arrivaient à la maison, il y a qui partait, qui pleurait. Il y a qui n'était jamais même entré à la maison, mais qui partait se retrouver de l'autre côté sans savoir ce qu'il cherchait, sans savoir ce qu'il regardait. J'avais tout fermé à la maison. Je dis même la photo, il n'y avait pas en mur. J'avais tout enlevé. Tout. Et pendant les 2 semaines que mon père était à la mort, j'étais un homme. J'étais même pas une femme. J'étais un homme. J'étais prête à tout. Je contrôlais ma mère. Je regardais ma mère attentivement. Je contrôlais toute personne qui pouvait s'avancer à côté de maman. Je contrôlais vraiment. Parce que j'avais compris que ce n'était plus le moment de mettre les pleurs. Ce n'était plus le moment de mettre comment on appelle ça, de mettre de pleurer, de perdre le contrôle. Non, ce n'était plus l'heure là. Le temps maintenant, c'était de penser, de dire, papa n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la faiblesse au deux de mon papa, c'est quand les hommes de Dieu ont pris la terre. Ils ont jeté, ils ont dit que la terre de nos ancêtres soit légère. C'est à partir de là que j'ai compris que papa n'était plus. Je tenais vraiment à partager cette petite expérience avec vous. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Si vous avez encore les parents, gardez-les bien, tenez-les comme un œuf. Si vous êtes orpheline comme moi, soyez gros et très intelligente dans la vie. Parce que si vous ne faites pas vous-même les choses, ce ne sont pas les gens qui vont venir faire vos choses comme vous voulez. Au revoir et soutenez-moi dans la prière. Bye bye.